Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous, sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Aline, Bonjour Christine. ravie de te rencontrer. On va commencer par la chose suivante. Je vais te proposer de dire de toi ce que tu as envie, ce qui est vibrant. Et ensuite, je vais expliquer un peu le pourquoi je me propose de t'interviewer. Et puis ensuite, on rentrera dans le contenu. Alors déjà, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi, là, maintenant, aujourd'hui? Donc je m'appelle Aline, c'est déjà quelque chose, plutôt que Rebecca, c'est je suis dyslexique, ce que j'ai envie de dire, ça a toute son importance et mon vécu quotidien, c'est quand même, la tentation de mettre le monde à l'envers, pas seulement dans des phrases, mais pour de vrai et ce qui aurait pu être un handicap, finalement, j'en ai fait un plaisir, donc c'est mon métier. Ça veut dire que ça a beaucoup à voir avec la réflexion créative et que je trouve que c'est jubilatoire. De pouvoir lire le monde à l'envers et à l'endroit, surtout à notre époque, comme je dis souvent, puisqu'il est déjà à l'envers, donc j'adore les blagues, j'ai eu un maître en créativité qui parlait des humor beings et je trouve que c'est vrai qu'il y a une caractéristique là dans notre, essence qui est aussi cette façon de faire «ha ha» quand le monde quand les perceptions changent. Donc la chute d'une blague, je trouve que c'est le moment intéressant, quand on n'est pas tout seul à rire bien sûr, ce qui peut arriver. Je dirais que je suis une artiste, c'est nouveau que je dise ça, mais je dois le dire parce que j'ai beaucoup dessiné, beaucoup fait de photos, j'ai beaucoup travaillé avec l'imagination en tant qu'artiste. J'ai adoré ça, de voyager et bon, après ça, je suis dans une quête qui est toute simple, je dirais, c'est quoi la réalité? Ça, c'est ma question. C'est ma question parce que, je pense, c'est une question pour peut-être beaucoup d'entre nous, mais c'est pas simple de savoir ce qu'est le monde et surtout enfant, je pense, la question c'est on nous dit: «C'est comme ça, c'est possible, c'est pas possible», moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce qu'on me racontait et j'ai eu beaucoup de mal à croire ce qu'on me racontait parce que je vivais pas ça. Donc ma quête, c'est quoi la réalité au-delà des apparences? Et je tente de faire, d'ouvrir les portes, de mes perceptions et de celles des autres à travers plusieurs moyens, que ce soit des moyens, spirituels ou la créativité et mon métier. Ça, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Et puis, il me semble que tu explores aussi, la prospective et le futur d'une manière, fort singulière, mais en ayant, associé aussi bien la réflexion et l'approche, je dirais, académique, comme l'approche exploratoire, créative et pragmatique, me semble-t-il. Moi, je dirais que bon, on est en Belgique, le mot prospective est nettement moins utilisé qu'en France. Nous n'avons pas cette, filiation, on a une filiation plus anglo-saxonne, donc on travaille plus avec, des explorations, on appelle ça apprendre du futur. C'est comme ça que j'ai appris moi, à travailler. Apprendre du futur, apprendre du passé, j'aime beaucoup cette image qui est pas forcément opposée, mais c'est beaucoup moins, la multiplication des scénarios et on est beaucoup moins là-dedans et c'est que quand j'ai appris, je me suis rendu compte que, dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, je vais dire ça comme ça, c'est le rapport de liberté avec le monde tel qu'il est et tel qu'il devient ou pourrait être. Alors ça place peut-être les choses d'une manière qui est, très traditionnelle, attachée à la caverne de Platon et je pense que c'est pas mal de se référer à un mythe qui, en tant que tel, pose, je crois, la question qui est que des hommes enfermés dans une caverne voient leurs projections ou des projections qu'on veut leur faire prendre pour la réalité et à un moment, on ne sait pas si c'est un appel ou quelqu'un se fait libérer, mais en tout cas, il y en a un qui se libère et puis il passe et cetera. Dans le mythe, il se retrouve
ailleurs, dans un autre monde. Et dans le mythe, on dit aussi qu'éventuellement, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on pourrait revenir tout à l'heure, cet homme, il a le choix, il revient ou il revient pas voir ses copains. Et s'il leur dit, tu sais quoi, il y a un autre monde qui est possible là-bas, on pourrait dire un monde plus beau, mais on n'est pas sûr. Il revient et on peut dire que, en général, le moment où il vient expliquer aux autres qu'il y a un autre monde, il se fait traiter d'hérétique parce que, évidemment, il menace ceux qui sont restés dans le fond de la caverne, qui sont menacés dans leur identité, puisque notre croyance et notre réalité, c'est notre identité. Donc, en général, s'il se fait pas assassiner, en tout cas, il se fait traiter d'hérétique et on lui dit qu'il a une vérité qui dérange, ce qui est d'ailleurs vrai. Et je trouve qu'on est un peu dans cette situation dans le monde. Je sais que tu partages ça parce que je t'entends souvent dire ça. Il y a vraiment des mondes, il y a des gens qui ont des réalités différentes. Donc il y en a qui sont dans un monde qui pour eux est le seul. Admettons que c'est la caverne, admettons que c'est ça, c'est un monde avec des croyances, des paradigmes, des visions, des choses. Évidemment, pour eux, l'autre monde est impossible. Et moi, quand je dis que j'aime bien travailler sur le rapport de liberté, c'est que je pense qu'il est intéressant de pouvoir à la fois regarder le monde tel qu'il est, c'est-à-dire la caverne, admettons, et les projections, et de s'amuser en se rendant compte que ce qu'on projette sur le mur de la caverne, c'est aussi nous qui le projetons. C'est le feu, c'est l'écran noir de nos nuits blanches, ou moins blanches, mais en tout cas, nous ne sommes pas étrangers à ce qu'on projette, et puis on contribue aussi à maintenir ça. Et je pense que pour arriver à être complet, il faut pouvoir regarder en profondeur comment nos manières de voir maintiennent un monde que nous ne voulons pas ou plus, ou moins, et éventuellement, après, avoir la capacité d'imaginer qu'un autre monde est possible et de pouvoir l'imaginer réellement, donc imaginer les choses telles qu'elles pourraient être. Et ça, c'est plutôt la manière dont je travaille en étant, dans le fond, pour approfondir après, assez radical sur le fait que je crois qu'il faut arriver à ce que les gens sortent, enfin descendent plutôt plus bas que de challenger leur paradigme et qu'il faut qu'ils arrivent à toucher leurs intentions. Je continuerai si tu en viens, mais je crois que c'est aujourd'hui là où on est, c'est d'arriver à demander à des gens de prendre position et pas simplement d'être spectateurs ou de jouer avec leurs idées en étant simplement étrangers à ça. Il faut arriver à ce on arrête d'être étrangers au monde, qu'on arrête d'être des victimes ou des bourreaux du futur, comme on dit. Alors, je te remercie pour ce 1er moment qui est à la fois introductif de qui tu es et aussi, de ce qui t'anime. Je vais peut-être, redonner, l'intention de ce moment, de cet entretien. Je m'adresse à toi parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir, des visions plurielles, différentes, contrastées, à la fois pour comprendre, le monde que nous vivons aujourd'hui et pouvoir, l'imaginer, se le représenter, heu, extrapoler les possibles, et je pense que, nous pâtissons heu, d'avoir voulu concevoir, un seul futur pour, tout le monde. Et à la place de ce futur-là, je pense au monde d'après, tel que beaucoup d'acteurs avec énormément d'enthousiasme et je les remercie d'ailleurs de faire ça. Enfin, en tout cas, quand je pointe comme ça des choses qui pourraient être vécues comme des critiques, je loue tout autant le fait que ça existe et que ça soit émergent. Simplement, ce que j'essaie de faire ici, c'est d'apporter du discernement sur l'émergence et pour moi, ça peut être consubstantiel. On peut à la fois être dans la création, la co-création. Et comme c'est la première fois de l'histoire où on peut s'observer en train de pédaler, on est à la fois en train de, sur le vélo en train de pédaler, en même temps on peut s'observer. Donc c'est la première fois où on peut développer un discernement sur le présent immédiat. Et donc, je loue les énergies qui essaient de co-créer demain, parce que c'est mieux que de rien faire. Simplement, j'essaie de dire élargissons les possibles. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs manières d'envisager le futur, plusieurs manières de l'imaginer, qui permettraient une altérité de pensée ou une altérité d'individus et une diversité voilà, de la totalité de nos êtres, nos singularités, pour arriver à quelque chose de bien plus pluriel et par conséquent d'inclusif. C'est-à-dire que si beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans les propositions que nous ouvrons,
alors ils peuvent venir. Si on induit un entrisme trop fort et qu'il n'y a qu'une seule voie, pour évoluer, et ben, de facto, on rejette. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que je me dis: «Tiens, toi, Aline Francfort, qu'est-ce que tu aurais envie de partager, sur cette notion de futur, d'imaginaire, de liberté?» C'est à toi. Moi, je pourrais partager la manière dont moi je travaille avec ça, si tu veux, c'est, d'amener des groupes à se poser la question, d'abord à se poser un challenge épique, comme on dit, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie d'être Martin Luther King, surtout qui s'est fait assassiner, ce qui amène quelques personnes à dire qu'il a raté sa vie, mais il y a des gens qui ont envie de changer leur communauté à l'échelle plus locale. Il y a des gens qui ont envie de changer le monde, il y a des gens qui, effectivement, sont dans leur village. Pourquoi pas? La question, c'est, dans le fond, c'est comment est-ce qu'on peut créer un futur désirable, je dirais préféré, et si possible, se rendre compte qu'on parle de futurs qui sont radicalement différents du présent. Sinon, c'est peut-être pas tellement intéressant parce qu'on parle toujours de transition, mais finalement, ça fait 25 ans qu'on voit à peu près les mêmes initiatives se faire sans se coordonner, et que tous ces acteurs, ne sont pas en train de nécessairement de se coaliser. Donc on a une, énorme, on a de très nombreuses initiatives qui, comme tu dis, sont enfin très enthousiasmantes parfois pour moi, c'est un peu du déjà vu. Donc je pense qu'il y a intérêt à peut-être actionner sur un levier sur plusieurs leviers que je propose. Hem, alors moi je vais décrire un truc qui est extrêmement simple. C'est ce dont je me suis rendu compte, avec Jean-Louis, avec qui on a donc imaginé à un moment, inventé un mot pour simplement ouvrir un monde, comme on a dit. C'est là qu'on a ouvert le mot shapership en se disant, on entend parler de leadership, d'entrepreneurship, mais dans le fond, ship, friendship aussi. Donc on s'est dit, pourquoi pas inventer ce mot qui vient donc de to shape, de tailler, donner forme, et ship comme dans friendship précisément, parce que c'est l'art, enfin c'est une compétence particulière. Ou dans craftsmanship, c'est aussi la compétence particulière. Et ici, c'est la compétence particulière de donner de nouvelles formes à la réalité et de pouvoir de craft, donc c'est l'art. C'est pas les outils, mais il y a aussi des outils, mais c'est un art, une manière d'être qui permet de donner forme à des réalités, c'est-à-dire de rendre visibles des réalités qui n'étaient pas auparavant pour d'autres. Ce qui est un peu le cas de toutes les utopies. Quand on dit effectivement l'utopie c'est la réalité vue trop tôt, il y a des gens qui font une percée dans une bulle, ils disent I have a dream, hein, par exemple, il n'a pas dit I have a nightmare, comme tout le monde sait, il a dit j'ai un rêve. Et il se trouve que ce que la plupart des gens qu'on a regardés, qui effectivement ont ouvert des pistes qui n'étaient pas visibles auparavant, ce qu'ils ont fait, c'est souvent ça. Et c'est trois choses que je vais, si tu as envie, je peux rentrer là-dedans, hein, c'est le regard que je propose. Ok. Donc, le regard que je propose, donc c'est très simple. Je pense, ces gens, ce qui leur a permis d'ouvrir des pistes qui n'étaient pas visibles auparavant et de rallier un mouvement, là je vais venir dessus, c'est de pratiquer trois visions. Parce qu'on associe souvent le mot vision au futur, mais peut-être qu'il y a une question qui est effectivement la vision qu'on a de la réalité telle qu'elle est déjà. Et donc ces gens, ils commencent par regarder le monde tel qu'il est, sans en être prisonnier. Pour revenir à la caverne de Platon, qui a dit l'homme libre est celui qui sait qu'il a des chaînes. La première chose qui se passe, c'est à mon sens que font beaucoup d'activistes d'ailleurs, c'est que je vous donnerai des exemples, les personnes qui vont vraiment pratiquer l'art de donner forme au futur, ils regardent la réalité telle qu'elle est, mais ils ne se disent pas c'est comme ça doit rester comme ça. Ils ne sont pas prisonniers des faits ni des apparences. Donc ils vont regarder à la fois le monde tel qu'il est, avec des yeux frais et au-dessus de la surface, ils sont capables de regarder, tiens, ces acteurs sont en place, ces acteurs-ci, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils font. Ils sont capables de reconnaître et de voir des choses.
Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se rendre compte eux-mêmes que quand ils vont questionner les idées toutes faites et les dogmes que nous ne questionnons pas toujours, ou peut-être pas assez, ils se rendent compte que nous avons une série de pratiques je vais résumer, il faut, on doit. Alors on les connaît beaucoup mieux, mais on appelle ça les Big Six, profit, performance, compétition, etc. Donc il y a une série d'autoroutes dans lesquelles tout le monde est sans s'en rendre compte. Et le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, nos paradigmes ne sont pas visibles par nous-mêmes. On ne voit pas le bain dans lequel on est. Or, c'est important de le voir, et c'est important de pouvoir jouer sérieusement avec nos idées. C'est-à-dire de ne pas se considérer comme étant les bons et les méchants d'un côté. Enfin, tu comprends que cette polarisation permanente, il n'y a pas les bons et les méchants, il y a nous dans un bain. Et effectivement, comment est-ce qu'on va à un moment prendre du recul par rapport à certaines de ces idées et se rendre compte que souvent, on croit qu'on en est détaché, mais on n'en est pas si détaché que ça. Et à mon sens, à un endroit, il faut oser articuler une position qui est de la résistance créative. Donc la première phase de Shapership, c'est ce qu'on appelle la résistance créative, et ça s'accompagne d'un grand non. Et je dis un grand non, parce qu'à mon sens, il s'agit à ce moment-là de pouvoir prendre position et de se positionner. C'est révolutionnaire, c'est d'articuler un grand non, avec ce qui va venir après, c'est un grand oui, vous imaginez bien. Il n'y a pas de grand non, il n'y a pas de grand oui. S'il n'y a pas de grand non, il n'y a pas de grand oui, je veux dire. Donc il est important de pouvoir se positionner et de clairement, à un moment, pouvoir dire ceci n'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Parce que il y a un endroit où on a des peurs, on a des émotions, on a des frayeurs, on a des forces de résistance, il y a toute une série de choses qui se mettent en place, et que je pense qu'il est important d'articuler l'endroit où on arrive à un grand non. Si tu veux, je donne un exemple pour ce grand non en même temps, comme ça on suit en même temps une personne. Tu veux que je fasse comme ça peut-être Oui, volontiers. Vas-y, prends un exemple concret. Donc, je suis un exemple en même temps. Je vais parler pour la première étape, déjà, du docteur V, qui est un Indien qui a 55 ans, il est docteur, il est ophtalmologue, il se retrouve pris d'une arthrite extrêmement aiguë, et donc il est face à son pays. En Inde, il y a 10 millions de gens qui perdent la vue par an pour manque de soins préventifs. Or, en Inde, la perte des yeux, c'est considéré comme une maladie mortelle. Il meurt dans les 3 ans à venir. Et donc, lui, il se positionne en regardant ça et il dit un grand non à la cécité inutile. Et on rajoute chez les pauvres, puisqu'on est chez les pauvres. Et puis, Dr V va faire donc la deuxième partie, articuler ça avec un grand oui. Le grand oui, c'est tout simple. Si vous ressentez dans votre corps, vous sentez qu'il se passe quelque chose, c'est que il a dit un grand non, il va dire un grand oui, c'est tout simple, éliminer la cécité inutile chez les pauvres. Et là, c'est comme I Have a Dream de Martin Luther King, tout le monde plante son index dans la tempe et dit il est complètement fou, ce gars. Ça s'appelle une vision transformative, c'est-à-dire que c'est oser articuler, c'est ça, faire le trou dans la bulle. C'est articuler quelque chose qui est une vision. Elle peut être beaucoup plus détaillée que ceci, je veux dire, mais enfin, c'est déjà pas mal quand il y a quelque chose comme ça. Là, on a une flèche, paf! Et on sent bien que le système entier va s'organiser autour de ce qui va devenir une colonne vertébrale, qui est ce grand oui, qui est, je vais dire, dans la meilleure des cas, complètement dénué d'ego. Les gens qui formulent ça ne sont pas en train de formuler un « je veux, moi, mon petit moi dans le monde ». Ils sont en train de formuler quelque chose qui est une forme de vision hélicoptère, mais en phase avec ce que le monde veut. C'est-à-dire que là, ils transcendent leur ego. D'ailleurs, on appelle ça transmission. C'est-à-dire ils sont bien au-delà d'eux-mêmes et ils transgressent en même temps toutes les croyances qu'on a sur ce qui est possible ou pas possible. Or, comme vous savez que nous sommes des êtres... l'espèce fabulatrice, comme disait Nancy Houston, je pense que c'est elle qui a écrit ça. Eh bien, comme on se raconte le monde et que notre expérience de ce que nous croyons possible et impossible va changer notre expérience du présent, le fait que quelqu'un ose articuler une vision en disant voilà, on va éliminer la cécité inutile dans le cas du Dr V. Martin Luther King a aussi été porteur d'espoir pour des millions de gens. Je vous donnerai d'autres exemples si tu as envie à un moment. Et donc, là, à ce moment-là, la vision transformative, c'est en fait le moment où on sort de la caverne, où on sort du Moyen-Âge, où on se dit à un moment, tiens, un autre monde est possible. Et cet autre monde, c'est ça. Or, il se trouve que dans
là, pour revenir sur la prospective dont tu parlais, tous les gens qui travaillent sur le futur connaissent cet effet de double vision. C'est-à-dire que on articule une vision sur un futur qui va libérer le présent. Ça veut dire que tout d'un coup, je dis quelque chose qui a l'air d'être nulle part, hein, donc c'est nowhere. En anglais, c'est intéressant, nowhere, N-O, et puis where. C'est une propre d'une utopie, elle est nowhere, mais comme un artiste a fait à Bruxelles, j'ai adoré, il a bougé le W et il a fait now here. Et ça, c'est fabuleux. Ce qui est nowhere, il est now here. C'est un jeu de mots qui a été fait sur base d'une utopie de One, je pense. Gilles Deleuze a écrit un livre là-dessus, qui est donc le jeu sur le nulle part, ici, maintenant. Cette espèce de déjà là, de au-delà. Et cette poussée utopique qui est dans Shapership, c'est ça, c'est le grand nom qui va s'articuler avec le grand oui, et le grand non, souvent, c'est la peur, c'est le désespoir, c'est le fait d'être en colère, c'est en Belgique, on dit fuck it, parce que nous parlons beaucoup plus en anglais et nous n'avons pas beaucoup de mots. Alors, à un moment, on dit non, mais c'est pas possible, on résiste le statu quo, on n'en peut plus d'un monde, et le grand oui vient souvent s'articuler de manière relativement complexe. Je dis pas à l'envers, mais à la peur correspond parfois un désir, et on sent que le grand oui, c'est quelque chose qui va vers le désir. Et c'est là l'intérêt d'ouvrir cette porte pour ensuite pouvoir passer à la troisième étape, qui est de passer à une espèce d'une expérimentation collective sur le désir, c'est-à-dire une coalition d'acteurs vont se mettre en place pour pouvoir créer ensemble, réinventer le monde, réinventer les organisations, réinventer ce qu'il faut, parce qu'évidemment, si on est intègre, on ne peut pas avoir un grand non et un grand oui et puis faire des petites mesures incrémentales. On a suffisamment écarté les horizons, on a une vision de deux paradigmes qui n'ont plus rien à voir. Et c'est la clé. Moi, je pense que si on est trop court dans nos visions, eh bien, on se contente de solutions aux problèmes d'hier dans les mêmes visions. Donc, il faut absolument écarter complètement les horizons de la réflexion. Et à ce moment-là, ce qui paraissait impossible, le rendre possible. C'est ça la créativité. Et pouvoir entrer dans une implémentation créative de solutions qui rend la transition visible et actionnable, mais ce n'est pas une transition, à mon sens, comme on l'utilise aujourd'hui, c'est une réinvention radicale. Et c'est là que tu vois, effectivement, il y a des acteurs qui sont des acteurs qui incarnent un espoir parce qu'ils incarnent, disons, une utopie concrète. On pourrait dire que leurs initiatives sont déjà porteuses et c'est des germes du futur ou des graines du futur. C'est intéressant de les voir. Moi, ce que je pense, c'est que, par exemple, je vous donne l'exemple du docteur V. Le docteur V a formulé un objectif tout à fait impossible il y a plus de 30 ans. Éliminer la cécité inutile chez les pauvres. Il avait 7 médecins. Il a commencé à faire quelque chose qui n'avait absolument jamais été fait. Il a créé une coalition de femmes dans les campagnes en Inde. Il a donné des cours de diagnostic préalable des yeux. Il a rallié des centres de télémédecine les uns aux autres pour faire ces diagnostics. Les gens venaient, s'ils étaient diagnostiqués comme étant en danger, il fallait les amener à l'hôpital, il n'avait pas l'argent pour venir, donc il a mis en place une navette. La navette amène les gens à l'hôpital. Une fois qu'ils sont là, il faut les opérer. Les médecins sont là pour éliminer la cécité inutile, pas pour gagner de l'argent. Donc ils ont trouvé un système pour opérer 7 fois plus vite qu'en Europe. Quand ils en sont venus, il leur faut des lunettes, éventuellement, ils ne vont pas revenir pour ça. Il faut des lunettes comme toi et moi nous en portons. C'est un bijou, on ne veut pas la même lunette que le voisin. Donc il faut une usine de lunettes qui permet de faire des lunettes qui ne sont pas chères. Ensuite, il fera des lentilles, etc. Comment fait-il, puisque lui est obsédé par l'idée que McDonald's a réussi à faire un hamburger qui a la même qualité dans le monde entier, parce que c'était le propre du même de la standardisation. Et il n'en revient pas qu'on n'ait pas réussi à faire une opération de qualité élevée pour les yeux qui soit la même. Et il se dit, moi je vais créer un endroit où les riches payent pour les pauvres. Donc un riche paye pour 2 pauvres. Et l'hôpital a été évalué des années plus tard comme étant le meilleur hôpital ophtalmique du monde à 1% de ce que ça coûte en Angleterre pour des soins ophtalmiques de très grande qualité. Alors tout le monde dit, oui, c'est parce que c'est en Inde. Non, c'est parce qu'ils ont une colonne vertébrale qui est très simple et qui est très claire, avec une intégrité qui a duré pendant plus de 30 ans. Et après la mort du docteur V, en 2020, ils ont, là je parlais de 1976 pour la France, et en 2020, ils ont décidé de faire leur mission la suivante, éliminer la cécité inutile
dans le monde. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de concurrents. Donc, ils forment des gens qui ont envie d'être formés. On les trouve souvent beaucoup plus ailleurs qu'en Occident, où nous sommes parfois un peu prétentieux par rapport à ça. Et donc, lui, il a effectivement créé une aventure qui transcende son ego. On parle de transmission, hein. Donc, ça dépasse la vie d'un être humain. Voilà, moi, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai notamment un homme qui m'a écrit il n'y a pas longtemps en me disant Ah, Shapership, parce qu'il était actif dans une entreprise qui fait des composants pour plastique, pour des sacs de dialyse. Enfin, je ne vous raconte pas le projet. Et il s'est retrouvé dans la brousse et il a repensé à tout ce qu'on avait imaginé ensemble et fait. Et il se retrouve dans la brousse. Et il y a des gens qui se font amputer de manière brutale et qui sont trop loin pour avoir, qui n'ont pas d'argent évidemment, puisqu'une prothèse ça coûte très cher. Et il a activé un système avec des hôpitaux, des médecins de brousse, des infirmières, etc., pour que une personne qui perd un bras ou une jambe puisse n'importe où dans la brousse envoyer une photo du membre qui lui manque à 600 km de là, dans une usine à Kinshasa, où on fait une impression on demand et avec d'impression 3D du membre sur mesure qu'on envoie à la personne dans la brousse. Et il m'a dit ah, Shapership, parce que surtout il a réuni une coalition de gens qui pour des raisons différentes se percevaient comme étant chacun sur une baronnie, pour revenir à ce que tu sais que ça m'est cher, c'est la manière dont les gens se perçoivent comme étant comme devant défendre un territoire, alors que la coalition du système permet d'apporter des solutions dont le système a besoin. Voilà, ça c'est un exemple, deux exemples, mais je veux dire, ce que je trouve intéressant, enfin ce que j'ai vécu, c'est que, prenons un exemple à l'envers, vous savez que Muhammad Yunus, par exemple, a inventé le nanocrédit d'ailleurs, en ayant dit un grand non au fait que des femmes ne puissent jamais avoir accès à l'entrepreneuriat, un grand oui à un système complètement différent de nanocrédit qu'il a mis en place et qui a été copié notamment en Belgique et je pense dans toute l'Europe par des banques, on s'entend, hein, des banques, qui pratiquent du nanocrédit qu'elles donnent aux pauvres ici avec des taux d'intérêt qui n'ont plus rien à voir avec ce que l'idée du nanocrédit était, puisque le nanocrédit, en principe, c'est pour aider des gens à entreprendre alors qu'ils n'ont pas d'argent. Et on voit bien que si on pratique certaines initiatives sans avoir dit un grand non, c'est-à-dire sans avoir une résistance créative vis-à-vis d'un système, et sans dire un grand oui, eh bien on a simplement kidnappé des concepts pour en faire un business. C'est ainsi que j'ai retrouvé Essilor en Inde à essayer de vendre des lunettes aux Indiens, n'est-ce pas? Mais on n'est pas dans la même chose, hein. Alors on appelle ça game changer, super entrepreneur. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai envie d'être grossière. Mais aujourd'hui, on est dans ce monde effectivement où il faut qu'on arrive à regarder avec clarté, je pense, avec lucidité, avec courage, comment nos manières de faire ne sont pas toujours appropriées, parce qu'en fait, elles maintiennent en place un système au lieu de le changer. Il ne s'agit pas uniquement d'entreprendre, c'était là ma colère avec l'entrepreneurship, surtout que, bon, parfois, je peux passer à la critique. Il s'agit de donner une dimension supplémentaire à l'entrepreneuriat que le shapership, qui n'est pas un dogme, mais le shapership, c'est une inspiration, je crois, qui permet de faire quelque chose en plus que d'autres ont fait, hein. Je veux dire, on a été voir, on a essayé de formaliser quelque chose, et on s'est dit, c'est ça, être un activiste du futur. C'est de pouvoir regarder clairement la manière dont le monde d'aujourd'hui fonctionne et de le regarder en profondeur, c'est-à-dire d'aller au-delà de la surface et de se rendre compte à un moment qu'on atteint cet endroit où il y a des intentions à poser. Et être intègre avec ça veut dire qu'on n'est pas obligé de vouloir changer. Mais si on veut changer, faut peut-être voir jusqu'à quel degré on est capable d'un grand non. Ensuite, cette histoire de grand oui, c'est un saut en imagination en fait. C'est pas un statement, ce qu'on appelle les bullshit statements avec rien dedans et des espèces de visions qu'on fait comme ça, qu'on affiche au mur. Bon, c'est pas ça, hein, il faut aller un peu dans les tripes. Et pour aller dans les tripes, il faut aller parfois ouvrir le courage dans la tête, parce que des gens parfois n'ont pas de courage parce qu'ils n'ont pas de vision. Donc c'est très itératif comme mouvement, je dirais, hein, sur un paysage total d'un être humain ou d'une collectivité. Parfois, comme on ne voit rien, on ne peut pas dire un grand oui. Donc il faut ouvrir l'imagination et les possibles. Et puis, le faire aussi en profondeur, ça veut dire se rendre compte avec honnêteté que on rentre dans des rapports de pouvoir.
tu auras peut-être envie de revenir là-dessus, mais on ne parle plus des mêmes rapports. C'est pas les mêmes acteurs. C'est pas les mêmes valeurs. Je t'en prie. Je vais effectivement peut-être t'interrompre là pour que les auditeurs puissent respirer au sens d'incorporer ce que tu as proposé. Donc ça me semble précieux puisque ce que j'entends en t'écoutant, c'est qu'il y a quelque chose de très singulier qui est, c'est comme la croix, mais pas celle du Christ, la croix de spiritualité en règle générale, c'est qu'il y a une verticalisation, une horizontalisation qui se rencontrent par le cœur qu'on peut nommer comme on veut. Oui. Et là, on va dire la rencontre entre le sens et le désir de vie. On pourrait dire ça comme ça. Et ce que j'entends dans la manière dont tu le dis, et c'est pour ça que je t'ai sollicité, c'est que j'entends toute cette puissance de vie. Et j'entends une résistance radicale qui est de dire que selon au point où on va se placer, soit on fait toujours de la même chose, ça c'est l'opportunisme qui n'est pas relié, qui n'est pas aligné, ou on fait ce que toi tu appelles un grand non à quelque chose parce qu'il y a, alors quels que soient les moteurs, ça peut être des moteurs de colère, ça peut être des moteurs d'injustice, peu importe, mais il y a quelque chose de très puissant déjà là qui dit non. Donc ça veut dire qu'on dépasse les peurs, bah, j'ose pas y aller, et cetera. Donc il y a un désir de vie qui se mêle à l'audace pour dire: «Ah ben non!» Et c'est pour ça que je te remercie pour l'exemple de ce docteur, Vie qui est quand même extraordinaire et merci pour ça. Et après le grand oui qui est effectivement la manière dont tu le racontes et je pense tous les acteurs qu'on pourrait nommer de cette ampleur-là, quand c'est des changements de monde, ce sont des gens inspirés. Ça veut dire qu'ils ont laissé en eux-mêmes un espace suffisant pour que la vie les traverse. Mmh. Peu importe que le terme soit, laïque ou qu'il soit teinté de spiritualité et qu'on mette avec la vie un principe supérieur, subtil, enfin, on l'appelle comme on veut, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, comme tu l'as mentionné à 2-3 reprises, qui n'est pas égotique. C'est un truc vaste qui traverse cet individu-là et qui fait qu'effectivement ça va faire changer le monde. Et je crois que ce que vous essayez de faire avec Shepherdship, c'est de dire, beh, effectivement, on n'est pas tous obligés d'être des Gandhi, des Martin Luther King, ce qui va réduire les possibles, non pas uniquement parce que le grand oui, aura un impact mondial, non, c'est parce que, comme tu l'as mentionné, on est tous acteurs à un endroit différent du monde et heureusement. Et ce que vous apportez, c'est ce réveil de cette puissance avec cette connexion avec l'essentiel qui va permettre à n'importe qui de pouvoir faire son grand non à quelque chose et de faire émerger son grand oui à quelque chose. Et que ce soit dans la commune d'à côté, que ce soit dans l'organisation bidule ou un impact sur le monde, à ce niveau-là, ça le fait. Et ce que je trouve formidable de ce que tu partages et de ce que j'entends que tu partages, c'est à quel endroit tu le places pour que ça soit actif et opératif. Et c'est en ça que c'est rare, parce que beaucoup d'acteurs se sont mis sur le sujet du futur, comme d'autres sur autre chose. Enfin, voilà, il y a un opportunisme business de situation qui fait complètement manquer le coche de ce vers quoi la vie nous amène en disant mais il faut y aller totalement. Voilà, donc je pense que c'est, très éclairant et les exemples que tu as cités sont très éclairants et ce que je trouve précieux, c'est de montrer, c'est à la portée de tout le monde. Si on s'ancre bien où il faut, c'est-à-dire qu'on s'ancre bien dans une verticalité profonde et on s'ancre bien dans une horizontalité de justesse. Je te repasse la parole. Ah, je suis contente que tu dises ça parce que je dessine une croix en réalité, pour de vrai, pour parler effectivement de ce niveau horizontal et vertical et pour bien, pour que les choses soient simples aussi, pour que on se rende compte qu'il y a effectivement, pour nous qui sommes dans le temps, admettons, là je prends la dimension horizontale, hein, on est entre un passé et un futur à l'horizontale et donc c'est important de regarder ce qui est, c'est important de challenger les choses, du passé ou les choses qui arrivent dans notre présent. C'est important d'avoir la capacité d'imaginer ce qui pourrait être, mais si on reste à l'horizontale, on n'a pas ce que je propose. Ce que je propose, c'est un basculement
Donc de passer de l'ego à l'écho, comme on dit, verticalement. Et là, il faut basculer vers quelque chose qui est de retrouver à l'intérieur de soi on appelle ça, nous, le soul, comme passe sous la boussole de l'âme, si on veut. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, et ça n'est pas une activité rationnelle, cerveau gauche, c'est la question de savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment et qu'est-ce qui est aussi éthiquement juste. Donc il y a quelque chose, quand on va explorer à l'intérieur de nous, je fais souvent ça avec des chefs d'entreprise, je dis, que pense ton enfant? Quel âge a ton enfant? Il me dit 15 ans, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que je devrais arrêter. Et je dis en rigolant, et toi? Il y a beaucoup de gens qui savent au fond, quand on va vraiment voir, ils savent exactement ce que je viens de raconter. Ils savent que ça ne peut pas continuer comme ça. Ils savent qu'un autre monde est possible. Et ils savent qu'il va falloir avoir du courage pour réinventer les choses parce que on va pas pouvoir se contenter de faire des petites mesures. Et c'est parce que souvent ils savent qu'il faut du courage qu'ils ne vont pas voir les deux premières choses. Moi, je pense que ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de réactiver la liberté et le pouvoir. Donc, je dis ça exprès parce que que chacun prenne conscience qu'il n'y a pas besoin d'avoir une fureur extraordinaire ni une peur. Hein. Il peut y avoir simplement une conscience qui est que dans ce monde-ci, on a chacun la liberté et le pouvoir de changer la manière dont on regarde les choses. C'est peut-être tous les jours important déjà, comme pratique, et c'est peut-être intéressant à mettre en lien avec tout le sujet de notre vie. Voilà, si je change de point de vue ici sur cet aspect-là, puis j'en prends un plus gros et je me rends compte, en fait, en réalité, oui, j'ai la liberté et le pouvoir. Ça donne de l'humour aussi par rapport à nos idées qui sont parfois très bonnes, mais enfin, il ne faut pas se leurrer, ce ne sont que des idées. On a tous dit un nombre incalculable de conneries, mais oui, oui, ça va continuer. Mais je pense qu'on a intérêt à se mettre en réflexion par rapport à nous-mêmes et à se dire, je ne dis pas la vérité. J'ai des idées à ce moment-ci. Et je vais regarder ça et je vais bien aller voir, je vais écouter d'autres gens aussi. Parce que là-dedans, il y a énormément d'acteurs qui ont des visions différentes. Et il faut pouvoir être dans le multiple, comme tu fais si bien, je pense, pour arriver à entendre des vérités différentes, au sens où les réalités sont un rapport. Chacun perçoit les choses de manière différente. J'ai eu une conversation il y a 2 jours avec une femme qui me racontait, je ne savais pas que ça existait dans l'agriculture, dans une région. Elle me dit, il y a des gens qui pensent qu'ils ont une pratique qui est la seule bonne. Bon, d'accord, ils pensent que c'est la seule bonne parce que c'est hérité de leur tradition, de leurs parents, de leur passé. Très bien, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas la seule bonne pratique. Et ça demande que des acteurs, parfois sur un territoire, par exemple, ils s'engagent à un moment à s'écouter et à pouvoir distinguer le niveau factuel de leur discours et de leurs observations, tu m'entends, hein, donc la surface, avec le niveau en dessous où on commence à parler de croyances. Et c'est très important parce qu'à ce moment-là, on peut jouer. Et on peut se rendre compte, en effet, que si on n'est pas de mauvaise foi, bon, il y a une différence entre une croyance de il faut, on doit et le vrai il faut, on doit. Donc tout le monde peut se rendre compte, tiens, il y a des choses qui sont des héritages et il nous faut de la distance. Nous, on appelle ça l'altitude-attitude, hein, pour dire qu'on va plus haut. On essaye de se mettre en hauteur et en même temps connecté, et c'est une vision hélicoptère, mais connecté au sol. Et je crois que cette histoire de jeu n'est pas assez explorée, y compris la notion de, tu dis spiritualité, moi je pense que c'est effectivement vrai. Il y a quelque chose qui est notre âme. J'ai lu l'autre jour un philosophe qui disait, nous devons garder notre âme intacte. On peut chacun avoir notre vocabulaire. Le mot âme est très, très, très mal pris pour le moment, je trouve, dans le monde de l'entreprise. Mais il n'y a rien à faire. De quoi est-ce qu'on va parler si on n'arrive pas nous-mêmes à mettre du sacré dans ce qu'on fait? Je partageais avec une autre personne le fait que on pourrait être tenté parfois par, l'impatience que chacun d'entre nous ramenait à notre condition humaine d'une vie de 90 ans, 100 ans au maximum. Donc évidemment, s'ils avaient déjà, 40 ans qu'on s'agite et qu'on n'a pas encore vu les fruits, on va être impatient. Oui. Hem Et par contre, si on étale ce continuum et qu'on n'est qu'un petit acteur parmi d'autres de contribution à quelque chose d'une émergence d'une nouvelle, étape de l'humanité et une nouvelle étape de civilisation, bon, bah, c'est pas grave, hein, si on n'a pas vu le résultat de notre vivant. Et donc je partageais le fait que, on est un peu dans une cour de récréation,
non, dans une maternelle, c'est-à-dire vraiment balbutiant. On est dans le 4 pattes de ce qu'on essaie de faire. Donc évidemment, toi et moi, je sais qu'on partage ça, on peut être très agacés parfois par l'instrumentalisation, notamment de ce que tu nommes, hein, du sacré, enfin de choses excessivement précieuses qui sont arrachées comme ça d'une main pour être, utilisées à des fins mercantiles. Donc c'est vrai que c'est agaçant. En même temps, si on se dit: «On est tous dans la cour de récréation du bac à sable de la maternelle, de l'émergence de ce nouveau paradigme», on peut avoir plus de mansuétude à commencer par nous tout seuls et se dire: «Bah oui, OK, d'accord, on essaie, on fait du test and learn, on essaie un truc, on patauge, ça marche pas» et je pense que, de la même façon que j'utilise le 4 pattes du petit enfant, il faut qu'on puisse avoir ce regard maternel sur notre, humanité qui fait du bric-à-brac là. Nous compris individuellement, j'entends, hein, je suis pas en train de m'extraire de ça, j'en fais partie. Donc il faut à la fois se reconnaître comme étant, le petit gamin, alors je suis pas très douée, mais enfin le 4 pattes, c'est quelques mois, enfin c'est pas beaucoup d'années et en même temps la maman, maternante dans sa version la plus, bienveillante, pour nourrir et entretenir et soutenir, ce petit enfant et c'est là que la vie est extraordinaire parce qu'elle est d'une patience quand même sur la terre 3 008 d'années et elle nous regarde depuis quelques, centaines de milliers d'années en train de faire, des tas de trucs et notamment depuis au moins, je sais pas, au moins 40 000 ans en train de régulièrement massacrer le vivant, et elle est toujours de la même générosité à être présente, à nous soutenir et cetera. Donc là, on est en train de faire, du bac à sable, on essaie des trucs, on met du sable dans le seau, on essaie, ouf, ça se casse la figure, OK et je pense que si on a cette mansuétude, on peut à la fois connecter je reviens sur ton propos à toi, on revient à la fois sur cet enfant potentiel qui savait ce qui était juste parce qu'il avait la connexion avec cette grande vie, avec cette source qui l'inspirait et nous permettre de nous redresser, de redevenir des êtres humains debout, mais ce coup-ci conscients. Je suis une femme debout adulte, mais comme je suis dans l'émergence d'un paradigme, je reconnais qu'en fait, je suis une petite personne à 4 pattes qui balbutie, qui fait du test and learn. Et alors je peux peut-être être, je peux écouter et être nourrie du plus grand que moi, de la vie et de faire, peut-être les bons choix, les grands non et les grands oui et je te repasse la parole. Mmh. Ça évoque en fait une chose que j'ai envie de dire par rapport au grand non et au grand oui. J'ai un peu regardé dans la tradition, juive, le grand non et le grand oui, c'est une articulation intéressante, mais il y a surtout un homme qui a formulé ça de manière invraisemblable, c'est Nietzsche. Dans, les Métamorphoses de l'esprit, dans Zarathustra, il raconte cette histoire qui est extraordinaire. Il raconte qu'il faut 3 métamorphoses de l'esprit. Il faut que l'esprit se métamorphose en chameau, puis en lion, puis en enfant. Et donc, pourquoi la première en chameau? Parce que la première chose, c'est que le chameau part dans le désert et il part avec tout sur le dos. On doit, les grands dogmes, tout ce que la société fait peser sur lui, et il l'emmène et il traverse le désert, et c'est lourd, et c'est lourd, et c'est lourd. Et il faut que l'esprit se métamorphose en lion, dit-il. Pourquoi? Parce qu'il faut un grand nom. Le grand non, c'est le lion qui va tuer les idoles, qui va dire non, il ne faut pas, non, il y a moyen de voir ça autrement, il faut être libre, etc., etc. Et puis, il y a une troisième métamorphose, il faut que l'esprit se métamorphose en enfant, et là, il demande, mais pourquoi l'enfant? Parce qu'il faut un grand oui. Et oui pour le jeu. Et ce grand oui, c'est cette espèce de fraîcheur, je dirais, d'humilité qu'il nous faut avoir, de pouvoir, quand je dis rire de nous, c'est ce que je vois souvent dans les moments où il se passe quelque chose qui est une espèce de révélation la plus intéressante, c'est quand les gens sortent d'une espèce de confusion, d'aveuglement, de dogmatisme, de conformisme. Hem,
de sectarisme, enfin tout ce qui maintient dans le fond de la caverne de Platon. Hein. Donc là, on est bien dedans, cette espèce de mishmash émotionnel, mental. On ne voit rien, on ne sait rien, on est dans la confusion, perfusion. Tout le monde est en train de réagir en pilotage automatique. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, donner son avis à l'autre. Enfin tout ce qui se passe dans les conversations inutiles, habituelles, remplies de pouvoir d'ailleurs et de feedback. Et il y a un moment, il y a un détachement qui se fait et les gens commencent à se rendre compte. euh, En plus du fait que la science est une aventure de perception aussi, ça veut dire que la science elle-même peut être du scientisme, donc il faut aussi se détacher, il faut vérifier de quelles lunettes on porte en réalité. Et à un moment, il y a un détachement qui peut se passer. Et c'est toujours la même fraîcheur d'enfant, mais c'est avec d'autres lunettes pour pouvoir passer à des visions complexes que tu travailles. Moi aussi, mais je veux dire, je sais très bien que toi tu fais ça, super. Il y a des visions créatives, il y a une forme d'intuition qui peut s'ouvrir, et toujours avec le même regard d'enfant, se mettre debout en effet pour avancer avec amour, avec plus de liberté et aussi avec plus de puissance. Et je dis ça parce qu'il y a des endroits où le monde est cucu, parce que tout le monde est là. Moi, je suis dans l'amour, donc je suis d'accord avec tout le monde. Oui, mais on passe quand même son temps à dire qu'on est d'accord ou pas d'accord et à envoyer de la violence à tout va. Je pense que l'amour, c'est être assez clair sur les choses et aussi intègre. Moi, je dis à mes amis ce que je pense. J'espère bien que c'est pas mes ennemis qui vont me le dire. J'adore que mes amis me disent, tu déconnes, ou on pense que si mes amis ne le font pas, qui va le faire? Donc je pense qu'on a intérêt à trouver une forme de langage qui est plus proche de ce que peut-être plus spontané, tout en étant plus évolué sur la conscience et la lucidité. J'aime beaucoup l'idée de l'enfant, hein, je pense c'est la fraîcheur pour moi, et le regard justement qui n'est pas toujours voilé par le raisonnement trop raisonnant. Donc ce regard qui ouvre aussi le visible et l'invisible, mais apprendre à regarder avec nos yeux, à écouter avec nos oreilles, à penser avec notre tête, et à regarder les choses et à être témoin des choses et ne pas se mettre la tête dans le sable chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous dérange ou qu'on ne veut pas entendre, avoir ce courage-là et cette lucidité, et ça nous amènera peut-être à être plus au clair sur la manière dont nous restons nous-mêmes dans la caverne en étant de gentils obéissants. Et là, je ne parle pas d'enfants, justement, je parle souvent d'adultes qui ont appris à être conformes. C'était l'écho que je voulais faire à ta remarque. Ok, on bricole, et surtout sur la durée. Je me rappelle un jour, j'ai été effarée d'entendre le Dalai Lama, dont je ne suis pas particulièrement fan, mais je dois dire que je suis étonnée de l'entendre. Quelqu'un lui dit, vous n'avez rien réussi. Et il dit, non, mais j'ai pas essayé depuis assez longtemps. Il dit, 40 ans, oui, ce n'est rien. Si on veut avoir des résultats dans notre vie, on met trop de pression sur le réel. Et on finit par être comme la lettre Aleph le montre assez bien. C'est une lettre à laquelle il y a une question qui est la vie passe et nous, on agit. Et au moment où le croisement se fait, on est en plein dans la vie. Ça veut dire qu'on n'est pas maître des résultats qu'on va avoir. Mais on cherche tellement à être sûr et à imposer des résultats qu'on finit par être tout le temps frustré et en essayant de contrôler les résultats. On ne sait pas. Tu ne sais pas ce que ce podcast va donner. Tu ne sais pas ce qu'une parole va créer comme effet chez quelqu'un. Moi non plus. Je rebondis sur ce que tu dis, et si ça t'éloigne trop de ce que tu avais envie de dire, tu reprends la main, n'hésite pas. Du coup, c'est moi qui ai perdu le fil. Oui, j'étais sur la notion, ça y est, ça m'est revenu. J'étais sur non, non, pas sur Alep, mais sur la notion du temps. Mais peut-être c'était quelque part quelque chose que tu voulais dire. Mais je me dis que ce qui est intéressant aussi, c'est comment notre société moderne a appréhendé le temps dans sa version chronos linéaire. Et ce qui est fabuleux, c'est que tant qu'on est dans ce chronos linéaire, au sens je domine la vie, donc je domine le temps, en fait, on se fait noyer. Et là, on se fait noyer avec temps numérique qui est l'impulsion électrique et qui fait que du coup, on ne gagnera jamais. Enfin, sur ce terrain-là, là, on est déjà fichu depuis longtemps. Et ça, c'est le temps de la verticalité et qui peut donc s'accommoder de contrôle et d'ego. Et par contre, ce qu'il y a d'incroyable, et là, je change de registre, quand on est dans le registre où on se laisse traverser par le vivant, la source, appelons-le comme on veut, eh bien là, on va vivre des choses assez incroyables qui sont
un temps qu'aujourd'hui on appelle un temps quantique, qui va ouvrir des espaces. Donc on va se rendre compte qu'on n'a plus un seul passé, présent, futur linéaire, mais on commence à avoir des preuves de ce que d'autres vivent depuis fort longtemps. Donc d'autres dimensions du temps, un temps qualitatif qui fait dire à chaque fois qu'on fait un séminaire ou une rencontre où il y a de la qualité de lien, les gens disent c'est incroyable, on a l'impression d'être là depuis très longtemps. Donc ce temps qualitatif déplie le temps, alors que le temps chronos ne donne pas la même chose. C'est dans ce temps qualitatif, ce temps quantique qu'on va vivre les synchronicités, qu'on avance comme un petit poussé. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Pardon, je me suis trompée d'image. C'est le chaboté qui met des grandes bottes et hop là, il fait des sauts immenses. Et les synchronicités, c'est extraordinaire. Tu parlais d'âme tout à l'heure. Mon âme sait quelque chose et les synchronicités répondent à l'âme, pas à mon ego. Et là, on a une autre rencontre au temps. Donc, je vais pas spéculer davantage. Je te donne ça pour voir si c'est quelque chose qui résonne avec la manière dont vous y prenez sur votre rapport au temps, aux imaginaires, aux explorations. Alors moi, je suis une fan de Romuald Le Terrier, qui travaille beaucoup sur les synchronicités et d'une manière qui me touche énormément. Et il a écrit Ce souvenir du futur, qui en fait est une parole de rabbin. C'est une parole qui me touche beaucoup parce que d'un autre angle, ce souvenir du futur, c'est se rendre compte que le futur, il est déjà là, de toute façon. Il est là parce que la manière dont on l'imagine va conditionner notre présent. Mais il y a des théories, dont scientifiques, et Romuald lui-même, qui a été 30 ans en Amazonie chez les chamans, qui est ethnobotaniste pour ceux qui sont intéressés, il est revenu avec des savoirs de chaman. Donc son chaman lui avait dit le monde du rêve et le monde de la réalité, c'est la même chose. Il n'avait pas très bien compris. Il a rencontré Philippe Guillemant, avec qui il a travaillé et qui à un moment lui a permis d'avoir un vocabulaire scientifique pour traduire ce qu'il avait appris. Et ils travaillent tous les deux sur cette notion. Et moi, je leur laisse complètement ce domaine. C'est pas que quand je dis que je leur laisse, je travaille ce domaine pour moi personnellement, mais je ne l'ai pas inclus dans ma pratique professionnelle. C'est une autre, je veux dire, au sens où je travaille avec une vision du futur qui est déjà là et la vision imaginaire du futur, et même beaucoup plus que ça. Et quand les gens ont fait, il se passe des synchronicités. Mais je ne verbalise pas tout cet aspect-là. Parce que je pense qu'il y a énormément de travail qui est extrêmement qualitatif, qui est fait par eux, que donc c'est un domaine à aller explorer en tant que tel. Et je ne suis pas prête à, d'ailleurs je dis aussi, je fais de l'alchimie, mais je ne parle pas d'alchimie, en fait, j'essaye de faire passer à travers ce que je fais, les pratiques qui m'ont transformé moi. Et sur ce que tu disais sur le futur et la qualité du futur, je vais donc pas enclencher sur le Kairos, mais par contre, je veux dire, il y a un truc qui est fascinant sur cette histoire de futur et de présent. C'est une métaphore qui a été utilisée de manière maximale ces derniers temps, mais il y a un secret dans la métaphore, c'est la métaphore de la chenille, métamorphose de la chenille en papillon, dont on sait, effectivement, c'est une métamorphose, on sait pas, elle change pas de forme, elle change carrément complètement d'état humain. Mais il y a un phénomène dont il faut parler qui vient sur cette notion de futur et de présent qui se collapse, c'est le cas de le dire, c'est qu'au moment où, selon la biologie, au moment où la chenille arrête de manger parce qu'elle a suffisamment grossi et détruit son environnement, puisqu'on sait qu'une chenille, ça mange tout et ça détruit tout. Et donc, toutes les cellules sont là en pleine activité, sont super heureuses. À un moment, la chenille arrête de manger et commence la transformation. Elle commence par un effondrement de la structure. C'est l'effondrement de la structure, le breakdown, comme on dit, c'est extraordinaire. Donc, ça s'effondre, qui va provoquer le réveil de cellules qui sont toujours là, et qui ne sont pas éveillées tant que le breakdown, l'effondrement ne s'est pas produit. Ces cellules, les biologistes les appellent les cellules imaginales. On croit rêver, hein. Les cellules imaginales, pendant que les autres commencent à paniquer parce que le système s'effondre et qu'elles commettent même du suicide ou de l'apoptose, donc elles s'autodétruisent parce qu'elles sont en état complet de panique, parce que leur civilisation est en train de s'écrouler, les cellules imaginales qui envisagent le futur ne s'effondrent pas, ne paniquent pas, pardon, et elles commencent à se regrouper, à faire des clusters et à se reproduire à toute vitesse. Et pendant qu'elles se font attaquer par le système immunitaire de la chenille qui croit qu'elle menace le statu quo, ce qui est vrai,
puisque la chenille ne lutte pas pour devenir un papillon, elle lutte pour rester une chenille. Eh bien, les cellules imaginales continuent à s'allier jusqu'au moment où les autres les rallient et la métamorphose se fait. Moi, je trouve intéressant que dans notre société, j'utilise beaucoup ces modèles dans lesquels il y a à la fois effondrement du système et dans le même temps, effectivement, il y a des cellules imaginales où on appelle ça les... Bon, moi, beaucoup disent c'est les gens qui font la transition, c'est à vérifier, mais ça peut être tout à fait vrai pour certains. C'est les germes du futur. Il y a des gens qui prototypent le futur. Encore faut-il voir de quel futur on parle. En tout cas, le temps n'est pas du tout, c'est pas que d'abord il y a ceci, puis il y a cela, c'est pendant que un monde s'écroule, un autre naît, et c'est bien là notre difficulté. Et c'est pour ça qu'il nous faut des visions pour attirer plus fort, parce que certains pensent, là, les scientifiques, il faut aller vérifier ça, que c'est le futur qui guide l'évolution, contrairement à ce qu'on pensait. Qu'il est impossible, si on suit des lois logiques, que notre œil, par exemple, se soit développé s'il n'y avait pas une vision du futur. Ça n'aurait pas été possible. Donc oui, le futur peut aussi être le guide, c'est la vision qui guide l'action, à mon sens. Donc la vision du futur est peut-être le futur. Il y a quelque chose en t'écoutant là, que je trouve moultement intéressant. Enfin, il y en a plein de trucs hein, qui sont très intéressants, mais je me dis, tiens, c'est rigolo. La transformation effective d'un présent à un futur, en tout cas, je parle pour nous les humains, passe quand même par un niveau d'éthique et d'intention. Je reviens sur le propos que j'ai eu tout à l'heure, c'est que, à mon avis, ce qui participe à ne pas réussir la transition, c'est parce qu'on n'a pas ce grand non et ce grand oui tel que tu les as nommés tout à l'heure. Et tant qu'on reste dans quelque chose d'opportuniste, bah, finalement, on reste toujours dans le même système. Et en restant dans ce même système, bah, c'est pour ça que ça ne transite pas. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve qui est flagrant dans l'effet que tout le monde cherche à avoir, hein, l'effet de masse pour la transformation. C'est pourquoi les visions dont tu as parlé de Martin Luther King, au Dr. V, etc., elles sont exaltantes. Mais elles sont exaltantes parce qu'elles sont et enthousiastes parce qu'elles contiennent cette dimension vibratoire d'essentiel qui nous a traversés. Et ça, les gens, ils savent pas pourquoi. C'est la notion de charisme au sens primordial hein, de ce sacré qui nous traverse. Ça rayonne et ça résonne vraiment. Tu parlais anecdotiquement de l'alchimie. Effectivement, je trouve que c'est vraiment ça que tu fais aussi. Tout le monde peut parler de l'œuvre rouge. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont vraiment parce qu'il y a quelque chose qui est excessivement engageant, qui, quand on parle très gentiment de l'œuvre noire, on quitte les trucs, on se déshabille, on fait cuire les trucs qui ne nous conviennent pas, on calcine et tout. Ça, on a plein de mots, hein. Mais est-ce qu'on y va vraiment, c'est autre chose. Et est-ce qu'on y va vraiment avec ce moment où, en fait, il y a un saut dans le vide? Tout le monde connaît l'expression de saut quantique, il faut y aller après, hein. C'est toutes les traditions qui parlent des 40 ans dans le désert, quel que soit le personnage en question, hein. Et c'est ça, c'est est-ce que j'y vais vraiment et je sais pas combien de temps ça dure. C'est 40 ans, c'est écrit 40 pour faire joli, mais la durée n'est pas justement définie. Et c'est à chacun d'aller dans cette expérience-là. Et elle est difficile parce qu'effectivement, elle n'est pas connue d'une part, on ne sait pas où est l'auberge, on ne sait pas s'il y en a une, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver. Donc il y a un formidable saut quantique qui est de dire j'y vais, enfin, c'est la foi absolue, j'y vais. Et donc c'est là que j'entends ce que tu dis sur ce grand nom, ça nécessite quand même un alignement extraordinaire, et je trouve que ça va bien avec ton prénom. Donc il y a un alignement extraordinaire qui fait que est-ce que j'y vais vraiment? Et c'est parce que j'y vais vraiment qu'alors il y a agrégation des autres. Parce qu'il y a soit l'entre-soi qui nous suit parce qu'on partage le même machin, ok, donc on y va tous, mais les autres qui n'ont pas du tout envie de perdre leur confort de la caverne, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont lâcher leur caverne, leurs ombres, leurs chaînes et compagnie? Il faut qu'il y ait un truc qui transcende la peur et la résistance pour avoir envie d'aller monter l'escalier et effectivement d'être aveuglé par la lumière. Mmh. Je te laisse
rebondir. Facile tes questions, évidemment. Et je voudrais raconter quelque chose qui m'a beaucoup fait rire dans les exemples de shapership. Parce que nous, on a commencé par rigoler en se disant, tiens, on va voir s'il y a des gens qui ont rendu désirables et visibles des futurs radicalement différents. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont connus aujourd'hui, mais qui n'étaient pas au départ, hein, et ces gens ont effectivement pratiqué la même approche. Et il y en a un qui est pas du tout charismatique à mes yeux, qui est Rob Hopkins, et qui est justement l'homme qui a... donc on considère aujourd'hui c'est le leader de la transition, mais c'est plutôt rigolo. On regarde Rob Hopkins comme étant un homme qui est super sympathique, qui est plutôt comme il a une tête d'étudiant joyeux, comme ça, il est simple, il est bon. Et ce type, il est parti en Inde quand il était jeune, il a fait des tours, il est très, très axé sur l'écologie, évidemment. Je pense qu'il a une vie spirituelle intense. Je dis ça parce que chaque fois, il faudrait mentionner que c'est le cas de pratiquement chacun. Et un jour, il s'est retrouvé effectivement en 2004 face au pic pétrolier à se dire et on va quand même pas attendre que les solutions soient amenées par les institutions politiques. Et il dit un grand non à l'attente. Et il dit un grand oui, et ce grand oui, il est très simple, c'est l'optimisme engagé. Oui à la transformation par la communauté pour la communauté. Il n'est pas le premier à faire ça, il est le premier à documenter. Et donc, Rob Hopkins va faire l'expérience que tout le monde connaît, puisqu'elle a été documentée de manière remarquable, en ralliant une coalition de gens dans sa ville au départ, avec Transition Town Totnes, je vous rappelle, c'est 2005, et qu'ils vont co-créer des réponses ensemble co-créer des réponses locales aux problèmes globaux par et pour eux-mêmes. Et ça donne donc un foisonnement de projets auto-organisés, le Transition Network, il a tout partagé dans ses bouquins. Et en 2007, je pense que... Pardon, 12 ans plus tard, oui, en 2012 peut-être, la BBC a dit c'est le mouvement historique du siècle. Et il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien. Il fait ça, c'est un mouvement. Et c'est ce qui me semble intéressant par rapport à ce que tu disais, la foi, le saut. En fait, le grand non et le grand oui, parce que le grand non tout seul, ça marche pas, c'est fatigant. Le grand oui sans grand non, je dis bien que ça marche pas non plus. Et le troisième, c'est après, il faut le faire. Donc, c'est la totalité qui fait que quelque chose se passe. Et tu parlais d'éthique. Alors, moi, j'ai une image en tête. Et je voudrais vous la dire, c'est imaginez quelqu'un qui a un arc japonais, vous savez, ces arcs qui sont gigantesques et qui tirent à l'arc. Et un jour, Cartier-Bresson, qui était mon idole, parce que il était réputé Monsieur One Click. En fait, tout ça est faux, c'est une légende, mais moi, je pensais qu'il faisait un clic et qu'il avait les photos qu'il avait, donc j'étais effaré. Et je lis son livre préféré, qui s'appelle Le Zen ou l'art chevaleresque du tir à l'arc de Eugène Erigel, un Allemand qui va au Japon apprendre à tirer à l'arc japonais, bien sûr. Donc, il faut apprendre à lâcher le souffle, à lâcher la corde, à respirer autrement. Il est allemand. Bon, ça me fait beaucoup rire. Et Eugène, au bout de 5 ans, il sait toujours pas très bien faire, mais son maître lui dit maintenant, Eugène, tu vas tirer sur cette cible. Et Eugène, oui, il dit oui, il tire et sa flèche arrive à peu près à la moitié de la distance. Et le maître lui dit, bon, écoute, le maître tire avec son propre arc, évidemment, la flèche fait pfiou, en plein dans la cible. Et Eugène dit au maître, mais maître, c'est impossible. Et le maître dit, mais non, Eugène, tu vises la cible, moi je vise l'infini. Voilà, et quand on... C'est brillant. Voilà, c'est ça. Quand on entend le docteur V, comme tu disais tout à l'heure, éliminer la cécité inutile. Hein, l'optimisme engagé, réinvention par le peuple pour le peuple. Il n'y a pas 45 000 mots pour dire un truc. Hein, il y a un engagement super clair et après, ils le font. Donc, ils ont un grand non, ils ont un grand oui et ils le font. Et c'est là, à mon sens, qu'il y a quelque chose, c'est que la colonne vertébrale du mouvement, entre guillemets, puisqu'il y a une coalition d'acteurs, souvent sans même qu'il y ait du pouvoir, sans qu'il y ait d'organisation, il y a quelque chose qui doit énergétiquement marcher, parce que c'est effectivement une colonne vertébrale connectée verticalement, mais c'est ciel-terre, effectivement, et en même temps, c'est
totalement au clair que ça correspond aux aspirations de plein de gens. C'est super chouette. Et chaque fois, ils le font comme ça. Il y a des gens, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont réussi à faire ça. Bon, on pourrait en parler des hommes, mais c'est pas ça. De dire à un moment, oui, il y a une éthique et il y a quelque chose qui, peut-être aujourd'hui, est que, comme tu disais, on s'accroche à un drapeau, le récit des futurs, les scénarios du futur, la prospective du futur. Bon, mais il s'agit pas d'aller bricoler. Il faut à un moment qu'on arrive à intégrer tout ça dans plus qu'un récit d'ailleurs, hein. C'est plus une vision qu'un récit, parce on parle de récit, mais c'est pas assez. Il faut des visions et peut-être parfois des percées. Alors, ce que tu mentionnes en faisant cette distinction de mots, ça c'est encore un autre petit biais léger qui nous empêche d'avancer, c'est notre manie mimétique. Alors, pas uniquement comme terme de fonctionnement, mais comme paresse intellectuelle qui correspond aussi au moment dans lequel nous sommes, où on a eu l'extraordinaire ouverture d'Internet qui nous faisait accéder à toute la connaissance. Ça, c'était le moment merveilleux. Et puis maintenant, où on surfe et on prend tout et n'importe quoi et on fait une espèce de gloubi-boulga non sourcé, non approfondi. Et là, je me dis, voilà, il y a quelque chose où il faut qu'on comprenne que si on veut cette transition, il faut y aller à fond. Et donc, ça veut dire notamment, et tu l'as dit à un moment à peine, il faut vraiment aller retravailler les structures inconscientes et invisibles qui nous animent. Alors Einstein l'avait gentiment mentionné, hein, on ne peut pas changer le monde d'aujourd'hui avec les pensées qui l'ont façonné, enfin je paraphrase. Ouais, bon, une fois qu'on l'a dit, c'est bien, mais quels sont nos outils, nos méthodes pour arriver à comprendre l'archéologie de notre psyché? C'est-à-dire, ah ben là, je crois que vraiment je fais différemment, et puis quelqu'un d'autre, toi par exemple, peut dire, bah en fait, comment te dire? Dans ta pyramide de pensée, ça et ça, c'est toujours pareil. On s'intéresse beaucoup à ce qui fait qu'en fait, on est emprisonné dans des modes de pensée et nous n'en avons même pas conscience. Donc ça va être, la prison des réseaux, la prison, de là où on a appris, comment on a appris, qui vont nous avoir structurés. Parce que c'est paradoxal, c'est comment arriver à obtenir un diplôme? Bah, c'est bien en se conformant à la méthode qui nous est proposée. Donc selon qu'on y passe 3 ans, 5 ans ou 7 ans, au bout du compte, si on a le diplôme, c'est qu'on s'est bien suffisamment conformé. Donc garder son intégrité intellectuelle, au bout des 5 ans ou des 7 ans, alors qu'on a été formaté, c'est quand même compliqué. J'ai juste une mini anecdote personnelle. Avant mes 45 ans, puisque c'est l'âge fatidique pour pouvoir, se présenter à l'ENA, je me suis dit: «Tiens, je vais aller voir, les personnes qui reçoivent pour, connaître les conditions du concours de l'ENA et comment rentrer et cetera». Et donc les 2 personnes qui m'ont reçue, et c'était vraiment sympathique, hein, d'avoir la gentillesse de le faire. La première question, ils me demandent si je suis encartée politiquement. Ben non, évidemment. Si je compte l'être, bah non, évidemment. Et quelles sont mes motivations à faire l'ENA? Ben, je dis, et je savais très bien que c'était, la sortie allait être tout droit, mais je voulais tester le truc quand même jusqu'au bout. J'ai dit, ben, je voudrais tester mon intégrité intellectuelle, c'est-à-dire que je puisse traverser le tube ENA en ressortant avec mon intégrité intérieure. Évidemment, ils m'ont indiqué la sortie tout de suite. Donc, mais ça répondait à ce que je suis en train de te dire. Est-ce qu'on est en capacité de transformer le système? Mais est-ce qu'on a en même temps la volonté d'aller regarder les différentes strates qui peuvent être des strates de conditionnement, de normes, de classe sociale, de névrose, de plein de bazar? Voilà, et alors là, est-ce qu'on va avoir le ressort pour aller explorer, différemment? C'est pas une question, c'est plutôt une élaboration. Je ne sais pas si tu as envie de reprendre le fil de ce que tu voulais dire ou si tu veux rebondir sur ce que je te dis. Je ne veux pas t'amener ailleurs que là où tu aurais eu envie d'aller. Non, moi, je suis plutôt en train de suivre ce que tu dis. Mais bon, en plus, on dialogue, donc je ne j'ai pas une idée préconçue de où je veux aller personnellement.
juste pour rebondir sur ce que tu dis maintenant, moi je pense qu'il y a des lunettes pour regarder le monde et qu'elles comptent. Par exemple, si on a la lunette scientifico-scientifique, comme me disait un homme là dans une soirée où je lui demande: «Qu'est-ce que tu penses de l'hypothèse que le cerveau ne crée pas la conscience et qu'il la capte?» Et alors, lui, il est au CNRS et il me fait: «Pardon?» Et je répète, il me fait: «Pardon?» Je répète et il me fait: «Ça, j'ai quand même du mal à croire». Et je lui dis: «C'est pas une question de croire, c'est une question que c'est ce qu'on a montré aujourd'hui, la science d'aujourd'hui». Donc quand quelqu'un me dit: «Moi, je suis très cartésien», je dis: «De quelle époque?» Parce que il faut aussi se rendre compte qu'on a des lunettes qui sont parfois pas à jour et que justement cette après, moi, je pense qu'une fois que les gens sont d'accord de dire: «Si on allait un peu en dessous de ce qui apparaît à la surface et qu'on réinventait le monde par en dessous, justement, hein, donc c'est-à-dire du sol, de la vie. C'est-à-dire que si un sol, c'est comme un imaginaire, c'est comme un sol, je dirais plutôt. Un imaginaire fait de plein de choses dont tu parles, bon, la culture, les archétypes, nos ancêtres, nos mythes, etc. Il y a plein de racines dont on ne parle jamais, mais nous sommes encombrés de plein de choses. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on aille voir en dessous et qu'on commence à se demander comment on va pouvoir réinventer du dessous. Parce qu'alors, on peut effectivement se dire, mais si on regarde, avec quelles lunettes on va regarder? Ça veut dire celle de la science, la spirale dynamique que tu utilises, celle de la créativité. J'utilise d'autres lunettes qui sont complémentaires d'ailleurs. Mais de dire à des gens, si vous regardiez votre autoroute, mais simplement pas pour se mettre à souffrir, mais pour regarder avec plaisir ce qui se passe, quoi. Et se dire: «Ah tiens, ma Bible, c'est ça, mais je suis pas obligé d'y croire, mais je croyais que, tiens». De pouvoir un peu s'amuser à aller regarder dans le fond, dans les racines de notre pensée, ce qui se passe. Et de trouver les bonnes lunettes pour le faire de manière à ce que ça accélère le mouvement et qu'on soit pas obligé de faire 40 ans de thérapie. Prendre aussi quelques champignons, ça ferait pas de tort, que les gens aillent un peu ouvrir leur esprit au-delà de toutes ces limites qui sont totalement tout le temps en eux, à essayer de garder la raison, alors qu'ils n'en ont pas. C'est-à-dire, il y a des gens ignorants qui te parlent de cartésianisme, mais ils n'ont pas les bonnes connaissances pour t'en parler. Donc il faut absolument qu'on soit humble. C'est ce fameux regard-là. Donc je pense qu'il y a une question qui est de trouver des bonnes lunettes, des bons outils pour que les gens soient capables de se dire: «Tiens, c'est marrant, j'avais pas perçu la réalité comme ça». J'appelle ça créer des nouvelles cartes. La spirale dynamique, c'est une carte. Les systémiques, les cadrans de Ken Wilber, c'est une carte. La créativité, ça permet de faire d'autres cartes et on se rend pas compte. Donc quand les gens commencent à se dire: «Ah, en effet, je crée des cartes», qui sont des représentations, ça devient drôle. Et alors, on peut se dire à un moment, tiens, bon ben, si on réinventait maintenant, si on regardait ça autrement et qu'on échappait, et ça c'est créativement parlant, si on échappait à ce qu'on croyait être la vérité et qu'on voit que c'est des proto-vérités, des hypothèses et qu'on commence à réfléchir autrement, on pourrait à ce moment-là créer du dessous vers le dessus, des infrastructures sociales pour l'imagination sociale, civique. On pourrait commencer à recréer tout. Alors que moi, je trouve qu'on crée beaucoup trop au-dessus sans revoir en dessous. Donc on crée du visible et on ne va pas voir ce qui se passe en dessous. Et c'est en dessous que le changement se passe, c'est pas au-dessus. C'est nos modes d'appréhension du monde, nos façons de regarder le monde qui pourraient être plus souples et changées, plus adéquates, je dirais. Est-ce que tu aurais, enfin sans dévoiler, mais juste parce que tu es parti tout à l'heure d'exemples, je me dis, est-ce que tu aurais un exemple, hem, d'une personne, d'une société, d'une organisation, j'en sais rien, qui aurait bien voulu faire ce trajet? Qu'est-ce qu'il y a, dans mon invisible et je veux bien regarder mes anciennes cartes, je regarde mes nouvelles cartes et ça donne quoi? Est-ce que tu aurais, Des gens avec qui j'ai travaillé, tu veux dire? Oh pardon. Des gens avec qui j'ai travaillé, tu veux dire? OK. Des exemples, j'en ai plein dans le bouquin, mais est-ce que tu veux dire que tu veux un exemple de gens avec qui j'ai fait le travail? écoute, un exemple comme tu veux, mais qui puisse permettre de vraiment saisir, OK, donc je vois bien qu'il y a quelque chose de l'ordre d'aller voir, mes invisibles et mes vieilles cartes et si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai une aventure, c'est une aventure, pas sexuelle, mais une aventure humaine avec
un homme qui fait du chocolat et je dois dire que je suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion de vivre ça. Donc, c'était un homme qui s'appelle Salvatore, hein, ça dit déjà beaucoup, qui a fait un tour du monde tout seul en bateau, ce qui dit aussi beaucoup, et qui a repris une entreprise de chocolat. Et quand on s'est rencontrés, effectivement, il avait envie de faire quelque chose, de changer de modèle, et il ne savait pas ce qu'il disait parce que, enfin, il savait pas à qui il avait en face de lui, plus exactement, parce que quand je lui ai demandé, mais tu vois, moi je vais faire un portrait du monde du chocolat sur une page. Comme moi je le vois sur la surface, hein. Je vois des pauvres producteurs d'un côté, je vois des riches supermarchés de l'autre. Et encore, il faudrait enlever le mot, je vois des supermarchés. Je vois un circuit qui est complètement standardisé. C'est pas que moi j'invente quelque chose. Il y a des pauvres producteurs qui vendent leurs produits sans haute valeur ajoutée. 6 entreprises achètent la pâte, achètent les graines, pardon, font de la pâte et la revendent à 6 autres que tout le monde connaît. Ferrero, Côte d'Or, enfin, on a les grands chocolatiers qui vendent du chocolat en supermarché. Et entre-temps, on a quelques chocolats bean to bar, comme on appelle ça, qui font un autre circuit. Et je lui dis, entre-temps, plus je regarde, alors le chocolat, ça sent bon, on est en Belgique, nous on avait Côte d'Or, on n'a plus Côte d'Or, on est des grands amoureux du chocolat. Et puis je lui dis, c'est curieux, plus je regarde, plus ça pue. Il y a de l'esclavage, il y a des tas de choses. Je suis effarée de voir ça. Quel est ton modèle inspirant? Il me cite un modèle qui est Ferrero. Moi, ça m'inspire pas du tout. C'est la même autoroute mentale et de compétition. Et puis on discute. Je lui dis, mais tu sais, il y en a un qui a dit, je vais réduire l'esclavage. Et tu comprends, quand moi je viens d'éliminer la cécité inutile, un type qui dit, je vais réduire l'esclavage, ça m'excite pas, hein. Je dis, quoi de neuf, hein, bon, ouais, c'est la moindre des choses. Et donc, on commence à argumenter ensemble sur l'idée qu'on va vraiment aller regarder les cellules imaginales du chocolat ne sont pas là où on pense, hein. Ce n'est pas dans Ferrero, Côte d'Or, etc. On va regarder qui sont les prototypes du futur et on les trouve à des endroits où les gens en ont strictement marre. Et quand je vous dis marre, vous pouvez trouver ça rigolo, mais eux, ils ont dans Fuck the Industry, parce qu'ils parlent comme ça. Ils sont en Afrique, au Pérou, en Colombie, dans les pays où on fait du chocolat, et ils disent merde aux industriels, on n'a même pas goûté notre chocolat. Ce qui a mené à une révolte assez importante qui s'appelle la Cocoa Revolution en Afrique, où il y a des gens qui ont commencé à non pas dépendre du fair trade qui vaguement saupoudre de temps en temps pour la bonne conscience de quelques blancs, quelques centimes mal distribués d'ailleurs, qui ne font aucun effet sur les familles pauvres. Ils se sont dit, on va prendre notre destin en main, on va faire du chocolat nous-mêmes, on va faire une coopérative, et cette coopérative fait élever le niveau de vie de 12 000 personnes fois 9 au lieu de simplement les maintenir dans la pauvreté. Et par ailleurs, ils ont un modèle hybride qui serait très intéressant à décrire, dans lequel ils vendent le meilleur chocolat du monde en Angleterre et partout. Et je lis sur eux, concurrence avec Nestlé. Et j'invite donc notre client et son équipe, en fait, à regarder le monde sous la surface et à se rendre compte que dans le même temps qu'il y a du futur que leur modèle n'est pas viable, il y a du futur en train d'émerger, et on s'inquiète de savoir qu'est-ce qui fait que leur modèle reste en place. Et non seulement ils sont super, ces gens, hein, c'est une entreprise qui s'appelle Galère, je vais citer, mais en plus ils sont d'accord d'aller voir ce qui se passe, mais seulement ils ne sont pas tout seuls. C'est pas eux qui vont faire les règles du jeu, il y a des géants là. Donc eux, ils ont regardé ce qu'ils font, ils ont regardé les croyances qui maintiennent le système en place, ils ont regardé le système, et on peut dire qu'ils sont un peu locked in, donc il va falloir bouger un truc. Mais en tout cas, à un moment, ils disent un grand non, et le non, c'est non au rapport de force. Et donc on commence à travailler sur une vision, et une vision qui va complètement transformer leur... leur entreprise. On est sur du très long futur, hein. On est sur une vision, on est avant des inondations terribles qu'il y a eu en Belgique, donc on est sur une vision avec, oui, à des nouveaux rapports, une entreprise régénérative qui s'installe dans un rapport, il faut le faire dans le chocolat, hein, avec des producteurs qui sont complètement différents, avec des clients qui sont complètement différents, avec la terre. Enfin bref, je ne peux pas détailler tout l'ensemble, mais on a une vision extraordinaire, et avec un grand oui. Je me rappelle pas exactement la formule qu'ils ont utilisée, je peux la retrouver, mais et on se retrouve à un moment avec à travailler à, en fait, le portefeuille, si on peut dire, d'initiatives qui vont permettre à ces gens de basculer vers un nouveau système qui est mis en cause à un moment parce qu'il y a une inondation terrible dans Wallonie qui a dévasté une partie du pays, dont leur usine, dont il n'est rien resté.
Et ils se sont tous remis à travailler ensemble pour reconstruire l'usine. Et à ce moment-là, des journalistes, notamment, c'est une entreprise assez petite, hein, interrogeaient les 170 personnes qui travaillent là en disant, tiens, pour le moment, on donne de l'argent à des producteurs et vous avez une partie de vos profits, ça vous dérange pas? Et ils ont dit, non, ça ne nous dérange pas parce que si on le faisait pas, ce serait pas notre projet. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient rallié tout le monde derrière un grand non et derrière un grand oui. Et aujourd'hui, ils ont arrêté le fair trade. Ils font autrement. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'au lieu de se concentrer sur redistribuer des bénéfices du chocolat à des gens, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il faut s'intéresser à la vie des gens sur place. Et ils ont contribué à créer, je pense que c'est une école. Enfin bref, ils sont insérés dans la vie autrement. Et leur entreprise a complètement changé, leur façon de faire a changé, et ils sont en train de basculer une partie des chocolatiers, puisqu'il faut évidemment qu'ils fassent une alliance avec des gens qui sont beaucoup plus gros qu'eux, et qui puissent trouver des façons de faire basculer le système. Ce qu'ils sont en train de faire progressivement. Donc, entre-temps, ils sont sur les initiatives les plus faciles, c'est-à-dire que ils ont complètement transformé leur croyance sur le besoin d'être dans les grandes distributions. Ça a été extraordinaire de dire à un moment, nous ne devons peut-être plus faire partie du système, on va se mettre à part. Et ils le font. Et il y a des initiatives qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un projet sur lequel ils tiennent, ils m'expliquent toujours ça. Ils me disent, c'est fascinant. Le grand non et le grand oui, c'est notre colonne vertébrale. Les gens sont derrière et ils savent où ils sont et ils sont fiers. Parce qu'il y a des initiatives qui sont très porteuses. Et d'autres, quand ça marche moins, voilà, quand le chocolat, on pourrait se dire, on va arrêter le chocolat. Hein, c'est ça, en fait, le bon sens, ce serait de dire on arrête de faire du chocolat, ça coûte trop cher, surtout que la fève vient de faire x30, je pense, en termes de prix. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est pas de détruire le système. La question, c'est comment est-ce qu'on va basculer vers quelque chose qui fait du bien au monde et qui est pas simplement un slogan, mais qui, pour de vrai, crée quelque chose qui est différent. C'est une de mes expériences les plus difficiles, hein, parce que c'est une entreprise dans laquelle, pour y aller clairement, on n'est pas dans la santé, on n'est pas dans éliminer la cécité inutile. On est dans un bien de consommation européen qui fait vivre des centaines de gens à l'étranger. C'est passionnant. C'est passionnant, mais le temps file, le chronos par rapport à Kairos. Hem, je vais te proposer que nous allions vers la conclusion et je te laisse réfléchir. Qu'est-ce qui serait important pour toi de partager, là, maintenant? Quelle serait la pépite essentielle que tu auras envie de laisser dans cet entretien? La première chose qui me semble importante pour, entre guillemets, «changer le monde» pour ceux qui ont envie de le faire, c'est de changer notre monde. C'est de nous réapproprier notre liberté et notre pouvoir, notre liberté et notre pouvoir, de changer nos manières de percevoir. Donc cette, petite pratique de tous les jours, j'aime bien dire, tous les jours, on peut choisir le point de vue qu'on va aborder et il n'y en a pas qu'un. C'est une petite pratique d'une hyper importance puisque, on se croit impuissant dans un monde qui nous dépasse. Non, au fond de nous-mêmes, à l'intérieur de chacun de nous, il y a une puissance et une liberté qui est un petit pattern, un petit schéma qui peut changer une journée. Et pour reprendre un petit pas sur ça marche comment? Les dyslexiques ne savent pas dire ça. Un pas sur la lune, un grand pas pour l'humanité. Voilà, un petit pas dans sa tête et un grand pas pour changer le monde. C'est mon mot de la fin. Un petit pas dans sa tête, un grand pas pour l'humanité. Des hectares conquises. Voilà. OK, bah, écoute, merci, ça donne du souffle, ça donne de l'ampleur, ça donne de la perspective donc bah, écoute, un grand merci pour, tout ce que tu as, porté et apporté. J'espère que ça ouvrira les possibles, dans l'esprit, dans le cœur et dans chacun d'entre nous. Heu et retenons en effet de tous les matins, au réveil, quel est le monde que je veux nourrir? Je pense que c'est, et avec le triptyque que tu as nommé, un grand non, un grand oui et le faire. Pas le grand non, hein, le grand oui. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi et puis j'invite, les personnes à aller, lire, Shapership qui est une merveille. Merci beaucoup Christine, merci à toi. C'était super chouette.